Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée. Bonjour à tous, c'est le grand débat du web, Reloaded, version 2 pour cette version non maquillée, audio et podcast, voire même radio sur Radio Village Innovation. Chaque semaine avec 2 sujets connectés et des chroniqueurs qui connaissent le monde du web depuis leur plus tendre enfance, quasiment. Non, j'exagère parce que pour la plupart d'entre eux, le web n'existait pas évidemment. Lorsqu'ils sont nés, ils ont pour nom Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Bonjour. Yogosha, des histoires de sécurité. Le web était loin d'être né quand tu es apparu sur cette terre, en fait. Oui, l'Internet était là. Non. TCP/IP, Non. TCP/IP, non. À l'époque, c'était le téléscripteur. Comment ça s'appelle le truc, vous savez, le truc qu'on faisait là dans les. Ah, le Morse. C'était le Morse. Le Morse était là depuis belle lurette. Oui. J'avais du Morse. Le téléphone. Non, il y avait pas mal de technologies déjà à l'époque. Fabrice Epelboin, donc pour Yogosha, Emmanuel Parodi, Mastermind. Salut Emmanuel. Hello Bertrand. Bon, je ne ferai pas l'affront non plus de voir ce qu'était la technologie dominante à l'époque où tu es né. Je suis né juste après l'arrivée sur la Lune. Juste après l'arrivée sur la Lune. Mastermind, Mind, c'est une lettre d'information en fait. Voilà, Mad Media, Magnifictech et Mind Health bientôt, donc sur la e-santé, la fintech et les médias et la pub. Et puis le petit jeune de cette opération. Hein. Ah, ça me fait tout bizarre. Ça fait tout bizarre. Ouais. Jérémy Ben Moussa de Love is in the Air, une application de rencontre. Également de Get in Tech, qui est un podcast, on va le dire comme ça, vidéo, quasi quotidien en fait, dans ta voiture. Pour l'instant quotidien, et puis après je pense que je vais se passer. On va se passer très vite parce qu'en fait au début on fait un peu la frime en disant je vais vous sortir ça tous les jours et ça devient très vite compliqué. Je l'ai jamais dit pour pas avoir à le respecter, mais c'est sûr. Au sommaire de cette émission, comme de toutes les autres, pendant une demi-heure, 2 sujets d'actualité. On parlera aujourd'hui des chatbots, vous savez, ces agents intelligents qu'on voit fleurir un peu partout et notamment via Facebook Messenger. Beaucoup de boîtes se sont jetées là-dedans. Est-ce que c'est sérieux ou pas? Est-ce que les chatbots sont artificiellement intelligents? C'est une question qui commence à rôder un peu partout dans les médias et sur le web en ce moment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait finalement assez peu d'intelligence artificielle chez certains chatbots. Ça, c'est un exercice de diction à œuvrer chez certains chatbots. Et puis, la deuxième question qu'on se posera, c'est sommes-nous déjà entrés dans l'ère Black Mirror, évidemment. Là, il y a 2-3 indices qui peuvent prouver qu'il se passe des choses en ce moment, et notamment ce que vient d'annoncer la Chine sur solution de, comment on va dire, de notation de ses citoyens avec récompense à l'appui. On n'est pas tous nécessairement d'accord sur la dangerosité de ce qui se passe du côté de la Chine, mais on va pouvoir en parler. C'est pour ça que ce débat existe. Et puis au milieu, les plus un moins, les coups de cœur et les coups de gueule. Les chatbots qui s'attaquent à une définition. Je pense que ça, c'est pour toi, Jérémy. Eh bien écoute, si tu veux, ce sont des agents intelligents qui sont, en fait, quand tu discutes avec un chatbot, tu es en gros en discussion avec un ordinateur. Après, il y a 2 types de chatbots. Il y a des chatbots qui vont t'apporter une réponse dite intelligente. Donc, tu vas discuter avec une intelligence artificielle. Réponse à une question que tu poses. Voilà. Il va comprendre ta question et être capable d'aller chercher la réponse. Et ensuite, il y a des chatbots qui sont plus dans l'exécution. Typiquement, Voyage SNCF, qui avait lancé un chatbot, où en fait, c'est une série de questions similaires au nombre de clics que tu peux faire sur leur site e-commerce. Donc, pas forcément de l'intelligence artificielle, mais plus une séquence de questions qui t'amènent à trouver le produit que tu cherches. Bon, il y a des chatbots qui sont bien connus maintenant en France. Celui de Marjolaine Grondin, qui est vraiment l'entrepreneur dont on parle beaucoup. Jam, à destination des étudiants, des solutions très opérationnelles pour les étudiants. Apparemment, ça marche très bien. Ça marche apparemment très bien. Elle a une approche qui est très poétique et littéraire de ce que c'est qu'un chatbot, ce qui donne un produit super original. Et puis elle sort de Sciences Po, donc c'est le prof de Sciences Po qui parle là. On ne peut que louer Marjolaine. Et en plus, elle est à Station F. C'est vrai. Cette fille est fantastique. C'est comme toi. Donc, ouais. Les chatbots, est-ce que c'est un bullshit globalement? On lève le doigt pour ceux qui pensent que c'est un bullshit. Ah, Jérémy pense que ça va être oula, ça va être chaud parce que Emmanuel aussi. Bon, je crois que c'est comme dans la fintech. Il y a beaucoup de bullshit et puis il y a des trucs super intéressants et après, le temps fera le tri. Mais évidemment, il y a beaucoup de bullshit dans les chatbots, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout jeter à la poubelle. Parce qu'un chatbot, donc c'est la possibilité de s'adresser normalement en langage naturel, donc vocal, c'est quand même un petit peu mieux dans un chatbot. Pas nécessairement vocal. Mais ça peut être bien quand même, c'est plus pratique souvent, même si après on peut taper aussi, on peut avoir un échange totalement écrit, mais qu'il y ait une compréhension en tout cas intelligente de ce qui est fait, que le chatbot fasse ce qu'on appelle du machine reading, c'est-à-dire qu'il soit capable de prendre un texte, de le comprendre, de l'analyser vraiment, et puis après il va faire du machine learning, c'est-à-dire qu'il va apprendre à chaque fois de chacune des interactions qui vont se faire. Et apparemment, on en est très loin, là, Jérémy. Non, mais en fait, le premier problème aujourd'hui, c'est qu'on associe justement trop les chatbots à l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, les C'est chatbots. censé en être au départ quand même. Hein. C'était vendu comme ça. C'est vendu comme ça. Mais hein. justement, ça a été. C'est juste le produit d'appel dès le départ. Le chatbot, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, mais justement, ça l'est L'intelligence pas. artificielle, c'est vraiment le buzzword à la con qu'on met absolument partout. En particulier, là, il n'y en a pas vraiment. Je sais pas quel journaliste a mis ça, mais j'aimais beaucoup. Il disait attention, intelligence artificielle avec un I et un A majuscule. C'est important Ouais. pour faire buzzword. Non, mais justement, faut bien se dire que l'intelligence artificielle n'est pas liée au chatbot. On a de l'intelligence artificielle dans un milliard de trucs autres que les chatbots, et tous les chatbots n'ont pas besoin d'IA pour fonctionner. Aujourd'hui, c'est un peu justement, ça pourrit un peu le discours que tous ceux qui lancent un chatbot nous expliquent qu'il y a de l'IA dedans, et au final, pour une expérience qui est relativement Alors, décevante. c'est quoi un chatbot sans IA? Mais par exemple, celui de Voyage SNCF dont on parlait tout à l'heure, c'est pas de l'IA, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est celui de Google, hein. Tu poses une question. C'est ça, comme tu si poses une question, tu as une réponse. C'est pas ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. C'est une suite d'actions logiques, mais c'est pas de l'intelligence artificielle. Par contre, si je te dis, je veux aller à Montpellier pour le prix le moins cher, et là, qu'ils comprennent ce que je dis, qu'ils fassent la recherche tout seul et qu'ils remplissent les 15 étapes que j'aurais dû remplir manuellement, ça, d'accord, c'est de l'intelligence artificielle. Mais le fait de cliquer sur Montpellier, puis de cliquer sur le prix le moins cher, puis de cliquer sur mon endroit de départ et ainsi de suite, ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste ce qu'on appelle de l'UX. C'est juste bien penser une requête, mais rien de plus que ça. Et aujourd'hui, c'est très décevant d'avoir tout un tas de chatbots qui sont lancés en nous disant que c'est de l'intelligence artificielle, alors qu'en réalité, ça l'est pas du tout. C'est juste un service qui est proposé. 70% des requêtes soumises au chatbot, ça c'est issu d'un article dans les Échos sur l'application Facebook Messenger, donc les chatbots, 70% des requêtes restent sans réponse. Autant dire qu'il y a une forme de fiasco. Et dans les 30% qui restent, très souvent, ce sont des questions qui ont été prévues à l'avance parce que les chatbots sont de plus en plus souvent, on s'en aperçoit aujourd'hui, des scénarisations totales de situations. Dès que tout a été prévu en amont, les questions possibles, les réponses, et ça demande un travail de titan d'ailleurs. Remplacer un call center. Ouais. Et objectivement, appelle le call center de Free et demande-leur la recette de la blanquette de veau, tu vas être surpris. C'est du même ordre. C'est juste les call centers qu'on avait ou les call centers automatiques. Au oui, lieu de oui, taper oui, 1 oui. ou taper 2, on pose une question en fait. Hein. C'est Absolument. très exactement la même chose, puisqu'en fait, on a scripté les call centers, ils suivent tous des questions-réponses qui correspondent à un arbre de décision, et les chatbots, en tout cas ceux auxquels le grand public est soumis, sont basés sur la même chose. Donc c'est la même chose. On est simplement dans le cycle de déception. Parce qu'on a survendu ce truc, en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais effectivement, on a associé à l'IA et on a survendu, et tout ça a été financé par des subventions, etc. Et maintenant, on est en train de passer au terme IA pour refaire la même chose. Ce qui est dommage, c'est que ça cache des choses qui pouvaient potentiellement être bien. Le chatbot, c'est quoi ? Finalement, c'est plus marketing qu'autre chose. C'était de dire, on s'apercevait que l'audience, donc l'endroit où se concentrait l'attention des gens sur le téléphone et sur les systèmes de chat et de discussion. Et donc, il y avait cette idée que si on arrive à mettre de l'intelligence et du service à l'endroit où les gens passent du temps en termes de temps d'utilisation, eh ben, on va pouvoir se passer du web, en tout cas, on va pouvoir créer du lien, etc., et du service à l'intérieur des systèmes de chat. C'était ça, en fait. Donc, c'est plus marketing que technologique, quelque part. Sauf que déjà, il faut que la personne qui est en train d'utiliser un système de chat, un messenger, elle sache qu'il y a des chatbots. Donc, en fait, ça posait un problème de distribution. Maintenant, on est dans la phase de déception, mais moi, par exemple, on a posé la question à des banquiers, etc., parce que toutes les banques ont fait leur chatbot, ça fait partie des trucs de fintech classiques. Et ces chatbots qui sont là pour répondre à vos questions, alors finalement, de manière très classique, c'est exactement ce qu'on disait à l'instant, ils sont dans les applis des banques. Mais ce que nous ont dit les banquiers, sur MindFintech, il n'est pas question de les mettre sur des messengers indépendants. Pourquoi il n'est pas question d'avoir un chatbot qui réponde à des questions financières, ou ne serait-ce que où en est mon compte en banque, etc., sur une appli tierce, pour des raisons de sécurité. Ce qui fait qu'il n'a jamais été question, du coup, de les déployer. Et donc, le mythe qu'on a un peu vendu des chatbots universels qui répondent à toutes vos questions, il se heurte à des choses, il se heurte à des questions finalement très basiques. Ben non, les banques, elles ne vont pas prendre le risque que l'information de votre compte en banque passe sur des outils tiers qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elle ne contrôle pas. C'est un exemple parmi d'autres, indépendamment des questions d'intelligence artificielle. Non, mais l'IA conversationnelle aujourd'hui, il est encore une étape qui est très jeune. On n'a pas une IA aujourd'hui qui est capable de comprendre toutes les discussions. Donc si vous développez un bot aujourd'hui pour répondre à votre service client et que vous voulez lancer vous voulez obtenir une réponse, il va falloir que vous appreniez à votre IA pendant quelques mois à comprendre la terminologie, à comprendre les réponses et à apprendre
la façon dont il va pouvoir y C'est répondre. non parce que pendant ce temps-là, mon téléphone est en train de décrypter ce que tu es en train de dire et donc tu as l'équivalent. Donc on a un chatbot qui intervient dans le l'émission chatbot de en mon direct. téléphone qui est en train d'essayer de trouver des réponses à ce que tu es en train de dire dans l'émission. Voilà, c'est ça. C'est quand même incroyable parce que Et je il lui ai n'y arrive absolument rien demandé. Mon téléphone en plus est déconnecté accessoirement. Mais c'est ça la magie. Google Home est en train de te dire qu'il te reste 2 minutes. C'est ça. C'est à peu près ça. J'ai parlé d'IA, il s'est lancé tout seul. Il s'est senti concerné. Ah, mais j'avais ramené quelques chiffres, par exemple, toute la presse s'est mise à faire des chatbots. Au final, 1200 abonnés pour l'Obs, le chatbot de l'Obs dans les Messengers, Énorme. 2000 pour le JDD, Presque autant 2500 que pour Twitter. l'IB, et il n'y a que Le Monde qui a un peu percé avec 8000. 8000 voilà les chiffres, en fait, en termes Ça, d'usage. c'est énorme pour l'IB. Ah bah, Ça c'est pas gentil. C'est plus qu'en vrai, non? Non, mais la réalité, et encore, on peut supposer que ces gens-là, s'ils ont dit qu'ils faisaient des chatbots, ont peut-être une petite couche d'intelligence artificielle, même si elle n'est pas à 100% dans leur chatbot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt du déceptif de l'intelligence artificielle dans les services qu'on a en ligne, parce qu'on nous en vend partout. Pour regarder des centaines de startups pitchées, il n'y en a pas une qui aujourd'hui ne nous vend pas une couche d'intelligence artificielle, voire même un chatbot. Alors, en général, il faut savoir que ça peut se c'est plugger Cherry assez on the facilement. cake à la fin hein. du pitch. Voilà. C'est pas fondamentalement Il y a des API qui affreusement existent aujourd'hui complexe. très simples. Voilà, une Ouais. API et hop, t'as de Ouais. l'intelligence artificielle dans ton produit. C'est youpla boum. Oui, mais c'est voilà, mais le problème C'est c'est un de savoir buzzword. les gérer. C'est comme dire Ça te rajoute une slide dans ta slide est-ce deck, que ça n'a pas remplacé le big data que tout le monde faisait il y a 3 ans? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux aller voir des AI investisseurs is sans the leur new- dire que t'as is the fait, new big data. AI is the new big data. Je pense qu'on va tous faire des t-shirts avec ça. En fait, c'est pas mal ça, non? Mais ça existe sûrement déjà, je pense. Mais en fait, aujourd'hui, tu peux pas aller voir des investisseurs sans leur dire je fais de l'intelligence artificielle. Quelle que soit la merde que tu as produit comme produit, aujourd'hui, si tu n'as pas d'intelligence artificielle, comme il y a 3 ans, si tu n'avais pas de big data, tu peux pas aller les voir. Enfin, toi qui es un petit peu développeur quand même, est-ce qu'il y a réellement une avancée? Est-ce qu'on en est où là aujourd'hui Non, mais dans aujourd'hui, l'implémentation réellement d'intelligence artificielle dans des services? mais Ah non, aujourd'hui, non, ça donne des trucs intéressants. Hein. Il faut pas non plus systématiquement jeter ça à la poubelle sous prétexte que tu as des marketeurs qui arrivent et qui en foutent n'importe où. Non, il y a des trucs vraiment intéressants avec l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est pas le système miracle qu'on t'a vendu dans les films de science-fiction de notre enfance. c'est ça. Donc On est au tout c'est- début. On est au tout début de cette aventure-là. Vraiment. Et l'intelligence artificielle, encore une fois, ça touche beaucoup d'autres domaines. Quand vous lancez le Face ID, par exemple, alors le nouveau truc d'Apple qui s'appelle Face ID pour la reconnaissance faciale, ou le système de Snap qui vous permet de remplacer votre visage par un truc rigolo, ça c'est de l'intelligence artificielle. Et on ne parle pas du tout de conversationnel. Donc ça touche à beaucoup d'autres domaines que simplement le conversationnel. Est-ce que l'intelligence, pour refaire la suite de tout à l'heure avec le big data, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas le nouvel algorithme, tout simplement? Il y en a qui confondent très concrètement un algorithme et une intelligence artificielle. Il y en a qui Non, confondent, mais non. l'IA, c'est un vrai bel avenir devant lui. La vraie intelligence artificielle, il va se passer énormément de choses dans les 10, 15, 20 prochaines années parce qu'on est au tout début de cette aventure-là et qu'aujourd'hui, on a les outils qui nous permettent d'aller développer de vraies intelligences artificielles. Est-ce que les uns et les autres, vous avez été en contact avec un chatbot digne de ce nom, sympa, original? Ouais, Aucun. Emmanuel, franchement, aucun. Franchement, Jam, c'est rigolo. Ça t'en coupe la voix. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est rigolo, c'est sympa. On n'est C'est pas que dans tu la trouves qu'il y a réellement une intelligence active en échange derrière, de l'autre côté. Ouais, c'est vraiment ça. Disons. C'est ce que dit tout le monde. Hein. mais ça fait Ouais, boulot. il se passe quelque chose. Pour avoir Il testé se un peu passe- de Jam, j'ai trouvé que c'était assez sympa, Ouais, mais ouais, pas il se assez passe quelque pour. chose voilà. et quelque chose qui est de l'ordre du sympa. Donc ça fait et Jam n'a pas d'autre d'ambition d'être quelque chose de sympa au quotidien. Donc ça fait l'affaire. Alors, comment ça se fait que s'il serait arrivé et moins finalement les autres, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des réponses. Probablement parce que justement ils se sont fixés des objectifs qui étaient à la fois très originaux pour un chatbot, pas utilitaire, quelque chose qui est là ou dans le quotidien pour ajouter une petite touche de poésie au quotidien. Oui, ça améliore la vie des étudiants quand même. Au Qu'ils départ. ont su tordre le concept et la technologie pour en faire quelque chose de rigolo et sympathique au quotidien, ce qui n'était absolument pas le but de quelque technologie que ce soit, et qui ne prétendent pas que ça va résoudre tous les problèmes de la vie par le miracle de l'intelligence artificielle. Donc c'est un mélange de quelque chose de malin, une approche assez poétique des technologies, et quelque chose de réaliste d'un point de vue Bon, technologique. Jam, JAM, vous allez sur Facebook Messenger, il y en a plein à aller chercher tout simplement. On les appelle comme on discute avec n'importe qui en fait. C'est vraiment chacun a sa propre identité sur Facebook Messenger. Tu en as vu toi ou pas? Sur des chatbots conversationnels, pas forcément. Je suis plus sur des choses qui ont un vrai usage. Voilà, Voyage SNCF qui me semble utile et on arrive vraiment à gagner un peu de temps à passer là-dessus. Sur des outils vraiment conversationnels, non, je n'ai pas trouvé de trucs
trucs géniaux. Non. Voilà, moi, s'il y a un truc qui m'assied, mais voilà, faut pas chercher dans le conversationnel. C'est ce qu'il dit. C'est avant le Google Home. Le Google Home qui existe maintenant, il a été repackagé pour aller avec les commandes vocales, etc. Mais avant, il y avait des choses qui s'appelaient Google Home et qui mixaient le GPS, etc. Vous allez à un endroit, automatiquement, il vous propose les restaurants. Il détecte. Moi, j'avais été bluffé la première fois avec ce truc-là. Il identifiait que j'avais garé ma voiture parce qu'il devait identifier que je me déplaçais plus à la même vitesse. Il était capable de me rappeler 20 minutes plus tard où il garait ma voiture sans que je le demande, sans que je pose la requête. Ça m'avait bluffé et c'était pas du conversationnel. C'était pas, voilà. C'est un peu la promesse il avait mélangé les données d'Oise, les données, etc. jusqu'à détecter que je suis en vacances et donc aller à la maison n'était même pas retrouver mon lieu de domicile, mais le dernier endroit où il a détecté que je restais tous les soirs. Ce qui était fabuleux. C'est un côté très flippant, ceci. Ouais. Oui, parce qu'il peut détecter aussi qu'on est chez sa maîtresse. Enfin, on peut aller très très loin dans ce délire-là aussi. Et c'est un peu l'objet de Snips, la boîte de Randindi, qui travaille vraiment sur cette facilitation en fait à la source des téléphones, pas sous le mode applicatif directement, mais quasiment à la source idéalement, pour avoir l'intégration de tous les services finalement et une couche d'intelligence artificielle embeddée dans le téléphone réellement qui traite toutes ces données en temps réel. Pour l'instant, il n'y a pas d'exemple absolument colossal de ça, mais c'est en train de se mettre en place. Ça, c'était le premier sujet. Les chatbots sont-ils artificiellement intelligents ? La réponse est plutôt oui, quand même. Oui. Plutôt oui. On va mettre un petit 60% là-dessus. Vous êtes d'accord avec 60%, ça vous va ? Absolument. Ça vous va bien. Un plus, un moins, un. Si vous n'avez pas tout épuisé la semaine dernière, est-ce qu'il vous reste un coup de cœur ou un coup de gueule à passer sur l'actualité connectée ? Moi, j'ai un vrai moins un pour Kickstarter. Qui évolue pas beaucoup, Kickstarter. Alors, c'est une boîte qui marche très bien, qui est assez leader sur le crowdfunding, mais dont la plupart des projets finissent en flop. Enfin, la plupart, je crois que la réalité, c'est 60 et quelques % des projets n'arrivent jamais à délivrer. 60% des projets ayant levé de l'argent, ayant atteint leur objectif, n'arrivent jamais à livrer. Et je trouve que Kickstarter se cache vachement derrière ces mentions légales qui est de dire nous on joue pas du tout les tiers de confiance, nous on déplace l'argent, voilà, on est une plateforme, on déplace l'argent de A à B, si derrière ils font pas leur boulot tant pis. Alors il y a eu de grosses histoires qui ont énormément fait parler parce que certains fondateurs ont abusé, se sont payés des vacances et des yachts avec l'argent, mais il y a plein de petites histoires où c'est juste de l'incompétence. Et je trouve que c'est vraiment dommage que Kickstarter améliore pas ça, ou en tout cas accompagne pas mieux les créateurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de très bonnes idées, qui arrivent à lever des millions, parce que leur idée est pas si mauvaise que ça, ou en tout cas elle est plutôt séduisante, et qui derrière, au moment de passer en prod ou d'industrialiser, sont totalement incompétents sur le sujet, et crament des millions et au final ne livrent rien. On est d'accord, mais c'est un boulot absolument incroyable d'aller valider complètement le concept et surtout la validité qu'ont les créateurs du projet à délivrer quelque chose. Mais je pense possible que Facebook qui valide les publicités avant de les passer. Non, mais je pense que c'est pas de les valider qu'il faut faire, parce qu'il y a un système de validation chez Kickstarter. Si demain vous proposez une fusée qui va sur Mars, ils vont vous dire c'est pas possible, donc on passe pas la campagne. C'est pas un système de validation, c'est plus un système d'accompagnement. Moi j'ai parlé avec certains des fondateurs de campagnes qui ont extrêmement bien marché et au final qui ont complètement foiré le produit. Et les mecs nous disent mais moi c'est pas mon métier d'industrialiser. Moi j'ai inventé un produit, aller gérer de la production en Chine, j'avais jamais fait. Et donc les mecs perdent des millions par leur inexpérience en fait. C'est même pas de l'incompétence. C'est parce qu'ils ont jamais été capables de faire ça. Je pense que Kickstarter en voit tellement et gagne tellement d'argent avec ça, ça serait plutôt pertinent d'avoir un petit accompagnement. Voire même une structure mutualisée qui prendrait une partie de chaque... Éventuellement. Ça s'appelle rentrer dans le capital, ça s'appelle voilà. Mais en fintech, ils arrivent. Tu peux pas faire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le même problème en fintech avec tu rentres dans des boîtes, etc. Il y a tellement d'arnaques, évidemment, qu'ils arrivent tous à la conclusion qu'il faut un minimum de tri à l'entrée, ne serait-ce que un contrôle basique de données financières, mais surtout de responsabilité du côté de celui qui apporte le projet. La responsabilité sur le monde de la finance. Oui, non, sur le monde des plateformes. Mais ce serait quand même rassurant pour ceux qui mettent de l'argent de savoir qu'il y a une structure derrière, même si elle prend 10% du capital finalement sous couvert de Kickstarter, qui va réellement faire un accompagnement et une industrialisation et amener à ce que ça se réalise, parce que au bout du compte, les gens vont être écœurés. Ça serait peut-être plus réaliste que les gens réalisent qu'il y a un risque, que c'est pas un investissement, mais que ça présente des risques qui sont similaires. Oui, mais là, quand on arrive à des chiffres comme ceux que citait Jérémy au départ, ça commence à devenir inquiétant pour le secteur. C'est-à-dire que d'un coup, il y a un vrai risque. Il y aura une correction par le le même sujet avec les ICO en ce moment qui sont ces levées de fonds en coin. C'est génial. C'est tellement plus sain. C'est absolument génial. Simplement, il y a aussi la possibilité de tomber sur des arnaques. Mais évidemment, mais comme en bourse. Comme en bourse. C'était mon plus, les ICO. Les ICO qui sont, alors pour extrêmement simplifier, des levées de fonds
sous forme de cryptocurrency, telles que le Bitcoin, mais pas que. Oui, parce qu'on crée sa propre monnaie. C'est très compliqué, les ICO. C'est compliqué. Donc, on va simplifier à l'arrache en disant que c'est comme une levée de fonds. Qui a une valeur d'usage, de service ou de produit, en fait, très concrètement. Voilà. Et très concrètement, ça a levé plus que les financiers sur le marché de l'innovation au trimestre dernier, ce qui est juste fantastique. Et ce qui n'a pas l'air de trop inquiéter les financiers. Certains commencent à réaliser qu'il y a peut-être un petit problème. Après, c'est le Far West. C'est un Far West à côté desquels... La Russie est en train d'interdire. Non, la Chine n'a pas interdit. La Chine n'a pas interdit. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont d'ailleurs profité de façon spectaculaire au cours du Bitcoin. Sur la Russie. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. Et quand bien même, on voit mal comment ça pourrait réellement être interdit. Mais ça donne un Far West à côté duquel les marchés financiers sont régulés à la soviétique. Et ça ouvre des perspectives qui sont assez enthousiasmantes, tout en précisant qu'il y a énormément de n'importe quoi dans ce. À l'origine, il s'agissait de créer une monnaie virtuelle, sans rentrer dans les détails, qui soit sur le principe blockchain ou Bitcoin, par exemple, et qui permette d'avoir une valeur d'usage ou de service. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà dans un process Bitcoin ou blockchain dans son service va dire je vends une partie de mon service, vous allez pouvoir en avoir l'usage et vous achetez ça. Et derrière, vous allez pouvoir revendre finalement ce service-là à d'autres et gagner de l'argent passage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas des usages ou des services qui sont mis en face, c'est simplement de la levée de fonds déguisée dans une grande majorité des cas, selon les dernières études, qui fait que finalement les régulateurs financiers sont en train de se dire, il s'agit simplement de levée de fonds, il s'agit de la levée de fonds qui n'est pas assumée totalement, et on va taxer ça comme on taxe le reste et vérifier ça comme on vérifie le reste. C'est là que ça va devenir drôle, à mon avis. Et là, ça va. Là, on va commencer à sérieusement Parce que rigoler. quand on fait une IPO, c'est-à-dire une introduction en bourse, on rentre vraiment dans quelque chose qui est important. Il faut faire vraiment un acte de. Ah oui, je vous le confirme, c'est lourd. C'est très très lourd, alors que les ICO, ça se fait en 2 secondes. Donc aujourd'hui, on est dans une zone floue qui va, à mon avis, très vite. Enfin, une ICO sérieuse, c'est pas 2 secondes. Hein. C'est un vrai boulot. Ouais. C'est très complexe. Mais c'est vrai qu'il y en a eu qui étaient du n'importe quoi. Après, le Far West et la finance, ça a toujours eu de pair. Moi, les réactions que j'ai vues des grands acteurs de la finance étaient surtout de l'ordre de « Ah non, mais on va perdre notre monopole. Donc, ça serait bien qu'on soit à nouveau les intermédiaires pour ce genre de transactions financières. » Et effectivement, ils sont en train de réaliser que le principe de ces crypto-monnaies, c'est de se passer d'eux. De l'État. De l'État et des banques. On peut confondre les deux, hein, mais malgré tout, la logique de tout ça, c'est de se passer des intermédiaires. C'est le principe donc de l'État la décentralisation qui est l'objet même de la blockchain, en fait, tout simplement, qui est de casser un petit peu ces ressorts-là. Un plus un ou un moins un, Emmanuel, ou pas? Alors plus modestement, moi j'avais un média, il y a beaucoup de projets médias là, indépendants qui se créent. Alors c'est marrant parce qu'ils sont tous payants, hein. Plus personne ne lance un média gratuit. Ils ont fini par comprendre après 20 ans de catastrophe. Voilà, c'est ça. Et il y en a un dont on en parle un petit peu, AOC, qui est fait par un ancien de l'IB. C'est Analyse Opinion Critique, c'est un projet très littéraire, mais c'est pas ce point-là qui m'intéresse, c'est que dans le montage, ça on en a un peu parlé, mais d'un point de vue marketing, en fait, les gens qui collaborent rentrent dans le capital. Et en fait, c'est un montage, c'est pas révolutionnaire, mais en tout cas, dans le monde des médias, il y a un petit truc un petit peu original, c'est-à-dire que ceux qui veulent contribuer, ils peuvent être payés, ou rentrer dans le capital et participer au marketing du truc, etc. Ce qui permet finalement de ne pas avoir besoin d'autant de capitaux pour lancer l'affaire. C'est classique, mais il n'y a pas tant de nouveautés que ça dans le montage des médias. Donc on se contente du classique, en fait. Mais c'est bien pensé quand même. Non, mais sur le fond, c'est classique. Mais sur la forme, le Canard, montage... fonctionne comme ça. Canard enchaîné Canard enchaîné. Avec tu rentres dans le actionnaire. Oui, mais tu signes un papier comme quoi tu cèdes tes actions le jour où tu pars. Comme chez Ernst & Young ou Deloitte. Hein. Non, alors je pense que quand tu laisses ta feuille non signée et que c'est signé par le patron, non, tu signes une feuille qui est pré-signée où il n'y a pas de date. Allez, si j'ai bien compris. assez d'exemples. Vous écoutez le grand débat du web version radio ou podcast, ça dure 30 minutes et comme on n'a peur de rien, on va vous faire en moins de 7 minutes. Sommes-nous déjà entrés dans l'ère Black Mirror? Un petit sujet comme ça, très très rapide. Qui d'entre vous a vu le premier épisode de la 3e saison de Black Mirror intitulé Chute libre, avec toutes ces personnes à leur téléphone qui notent chacune des interactions. Chacune des interactions, ce qui fait que chacun a une note officielle de son interaction sociale globale. Qui a vu cet épisode-là? Jérémy ne l'a pas vu. Tu l'as vu? Oui, qui a vraiment été l'épisode qui a fait le plus parler dans Black Mirror, en fait, parce qu'il est extrêmement flippant sur l'utilisation aujourd'hui du téléphone comme ça pour noter les uns les autres.
n'est quand même pas tout à fait à ce stade, mais on est plus dans une logique de verticalité sur la notation. C'est-à-dire qu'on a des entreprises et des États qui notent des citoyens ou des sujets, et on a une petite couche d'horizontalité au niveau entre citoyens et fournisseurs de services. Typiquement, on note son Uber. On n'en est pas, Dieu merci, encore au stade où les citoyens se notent entre eux en l'interaction avec Jérémy quand je l'ai rencontré aujourd'hui. Mais c'est pas totalement délirant. Il suffirait de trouver une application qui rende ça ludique pour qu'un bon nombre de couillons se précipitent dessus. Est-ce que tu as vu ça, toi, Emmanuel, Absolument. cet épisode? Ouais. Alors là, si on en parle, c'est parce qu'il y a un projet en Chine qui ressemble Absolument. drôlement à ça. Je me pose en faux. Attends, on va déjà dire ce que c'est que ce projet en Chine. Social Credit System, qui serait lancé en 2020, c'est conditionnel. Il s'agirait en fait d'avoir une association de services qui sont des services qu'on a sur tous les téléphones chinois, WeChat, Alibaba et d'autres, qui analyseraient 5 critères, parmi lesquels les modes relationnels. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait pas plus que ça. Les comportements, la fiabilité, est-ce qu'on peut avoir confiance dans telle personne quand il signe un contrat, par exemple. Et puis des caractéristiques personnelles. Alors là, plus flou, ça n'existe pas. Les mieux notés pourront avoir des services accélérés de check-in d'hôtel, par exemple, mais aussi les prêts d'argent, des visas accélérés pour aller faire un tour à Hong Kong ou ailleurs, et d'autres solutions. En tout cas, il y aurait une forme de notation globale des citoyens qui serait mise en place comme ça. Et tu vas me dire, elle existe déjà et c'est pas si grave que ça, c'est ça? Ah, je dis pas que c'est pas si grave que ça. Tu m'accorderas d'avoir hurlé contre ce genre d'approche et la big brotherisation des sociétés depuis belle lurette. C'est pas que c'est pas si grave, c'est que c'est déjà en place. Juste l'innovation chinoise, c'est de rendre ça transparent et de l'assumer. Mais on est quand même dans une ère où on commence à assumer les choses, que ce soit dans le monde occidental, dans les démocraties ou dans les dictatures. On commence à assumer les choses petit à petit. On a laissé tomber les droits de l'homme, on a légalisé le contrôle aux faciès. Tout ça, c'était déjà le cas. On n'a pas attendu d'officiellement laisser tomber les droits de l'homme pour ne pas les appliquer. On n'a pas attendu que le contrôle aux faciès soit légal pour le faire. Mais on assume maintenant. Donc, est-ce que c'est un progrès? C'est beaucoup dire. On va vers un peu plus d'honnêteté. Bon, ça reste vertical, ceci dit. Ce sont des services, des grands services. C'est l'État qui contrôle pour l'instant. C'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui se contrôle. Ça reste vertical. La notation horizontale se traduit plus, en tout cas dans les sociétés occidentales, par une espèce de pression sociale qui fait que typiquement, on ne va pas dire quelque chose parce qu'il y a une forme de pression de nos pairs à ne pas le dire. Jérémy, est-ce que tu serais prêt à noter tes comparses? Nous, par exemple, nous trois, non, cette émission était nulle parce qu'ils étaient vraiment mauvais. Moi, très honnêtement, je suis vraiment pas fan de ça et ça me pose un vrai problème déontologique. C'est-à-dire que j'ai un vrai problème déontologique à me dire je vais me porter comme juge sur ceux d'à côté. Alors ça ne m'empêche pas de donner mon avis, mais de là à porter une note, à savoir que ça a une incidence réelle sur autre chose que juste se dire ce qu'on pense mutuellement les uns des autres, là ça me pose un vrai problème déontologique. Après, moi ce qui m'amuse sur la partie chinoise et ce que j'ai pu lire, c'est que pour l'instant c'est volontaire, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire volontairement et qu'il a suffi de leur dire bon, on vous file des coupons Alibaba pour que les mecs aillent s'inscrire. Donc quand même, il en faut pas beaucoup pour se dire finalement que la masse, entre guillemets, c'est aille participer volontairement à ce genre de système. Personnellement, ça me dérange quand même profondément. Et je pense qu'un coupon ça résoudrait pas mon problème. Voilà, je pense qu'il y a des problèmes déontologiques. Comme il y a, en fait, les avancées en ce moment nous posent énormément de problèmes déontologiques et j'ai l'impression qu'on les zappe complètement. Non, mais celui-ci c'est un exemple. Non, mais ça fait 10 ans. Mais il y en a tellement d'autres. Ça fait 10 ans qu'on est dans cette avancée qui pose d'énormes problèmes déontologiques. Et objectivement, on a passé un point de non-retour il y a déjà quelques années. D'où mon cynisme. Vous avez tous compris que c'était pas du tout ma cam. Mais malgré tout, on a passé le point de non-retour depuis belle lurette. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être essayer de réfléchir à simplement, quelle tout d'un coup, un État et des services qui sortent du bois en disant on va faire ça. Oui. Ils le font parce qu'en Chine, c'est encore autorisé sont notés en Chine dire, comme ailleurs depuis belle lurette. Mais de toute façon, on est tous notés. Bien sûr. Voilà. Et on sait aussi que aujourd'hui, nos data, nos téléphones servent pour. Mais t'es noté aussi bien par des entreprises que par des États, que par des institutions. Voilà. Et il y a une porosité extrême entre ces organisations. Rapidement, un mot d'Emmanuel sur ce sujet-là. Rapidement. Vraiment non. Mais qu'est-ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse dans le cas chinois, c'est que jusqu'à présent, on disait ces pays ils vont s'ouvrir, ils vont se démocratiser. Parce que c'est nous qui nous sommes transformés en dictature. Ils sont en train d'adopter le système capitaliste et le système capitaliste a besoin d'une circulation de l'information. Sauf que dans ce schéma-là, il était implicite que la circulation de l'information passait par les médias. Et c'est parce que les médias sont indissociables du capitalisme qu'une dictature deviendra forcément une démocratie à partir du moment où et il me semble, et je commence à avoir un gros doute, c'est bien le système chinois est justement
justement, finalement, peut-être en train d'expérimenter l'idée que l'information peut circuler sans passer par les médias. Et cette notion d'information, c'est pas un journal d'opinion, évidemment. C'est de l'information au sens économique du terme. C'est-à-dire si une entreprise ne peut pas frauder indéfiniment parce qu'il y aura forcément un média qui s'intéresse à elle, dans ce schéma-là, la fraude ou l'information passerait par la big data et les réseaux sociaux, etc. 10 secondes pour conclure. conclure. Et ça voudrait dire que est-ce qu'on ne peut pas se passer de devenir démocratie tout en ayant un système capitaliste qui fonctionne? Oh, ça c'était bien. Alors moi j'ai bien aimé 5 bien secondes. Non, très très bien, là, bravo. Manuel, chapeau. Merci également à Fabrice et à Jérémy d'avoir participé à ce numéro 2 du Grand Débat du Web, version radio et podcast. À la semaine prochaine. Salut. Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée.